Imaginez un empire à son apogée. Des routes de pierre s'étendent à perte de vue, traversant des continents entiers. Les légions marchent en cadence, disciplinées comme des engrenages d'une machine parfaite. À Rome, les marbres étincellent, les forums bruissent d'éloquence, les temples s'élèvent vers le ciel. C'est la Pax Romana, la paix romaine, un monde qui se croit éternel. Mais sous la surface de cet éclat, quelque chose se fissure. Un ver invisible ronge lentement les fondations de l'Empire. La soif de richesse, la promesse du luxe, l'appétit sans fin pour l'or. On enseigne souvent que Rome est tombée sous les coups des barbares. Que les Huns, les Goths ou les Vandales ont mis à genoux une civilisation fatiguée. C'est faux, ou plutôt, c'est incomplet. Car bien avant que les barbares ne franchissent le Lym, Rome s'était déjà trahie elle-même. Sa chute n'a pas commencé sur les champs de bataille, mais dans les villas, les marchés, les palais. Elle a commencé le jour où les Romains ont cessé de croire en leur vertu pour croire en leur fortune. Le jour où le citoyen s'est transformé en consommateur, où la patrie s'est effacée devant le profit. Ce n'est pas une histoire de guerre, c'est une histoire d'économie, de morale, de cupidité. Et elle nous parle encore aujourd'hui, à l'heure où nos sociétés répètent, à plus grande échelle, les mêmes erreurs fatales. Revenons en arrière, à l'origine. Rome naît dans la pauvreté, dans la discipline, dans la nécessité. Ses premiers rois, ses premiers consuls, ses premiers soldats ne connaissent pas le luxe. Leur monnaie n'existe même pas encore. Leurs échanges reposent sur la parole donnée, sur l'honneur. Les premiers Romains ne se battent pas pour l'or, mais pour la survie, pour la dignité, pour la liberté. Ils sont durs, exigeants, unis par une idée simple. Rome est plus importante que n'importe quel homme. Cette idée, cette foi dans la vertu civique, fera d'eux les maîtres du monde. Et c'est précisément cette foi qu'ils perdront lorsqu'ils croiront pouvoir tout acheter. Au IVe siècle avant notre ère, Rome n'est encore qu'une république en expansion. Mais déjà, elle goûte à la tentation de l'abondance. Après chaque victoire militaire, les triomphes déversent dans la cité des montagnes de richesses, de l'or, de l'argent, des esclaves, des objets d'art. Les conquêtes rapportent, et cette rentabilité de la guerre va transformer l'âme romaine. Ce qui était un devoir devient un business. Les généraux se livrent bataille, non pour défendre la République, mais pour accumuler des trésors. Les légions ne sont plus des défenseurs de la cité, mais les instruments privés de fortunes individuelles. À mesure que Rome conquiert le monde, elle perd ce qui faisait sa grandeur, son équilibre. La concentration de la richesse est fulgurante. En moins de 2 siècles, la République se transforme en une société d'inégalité extrême. Une minorité de familles sénatoriales contrôle tout. Les terres, les impôts, le commerce, les décisions politiques. Les petits propriétaires, autrefois piliers de l'armée et de la République, sont ruinés. Leurs champs sont rachetés, leurs dettes les accablent, et beaucoup n'ont d'autre choix que de vendre leur liberté. C'est la naissance du latifundium, ces immenses domaines agricoles tenus par des esclaves, où les riches accumulent des profits colossaux pendant que les citoyens libres disparaissent. Rome n'est plus une communauté, c'est une entreprise. Les réformes tentées pour sauver l'équilibre échouent. Les frères Gracques, 2 tribuns du peuple, osent affronter l'oligarchie. Leur rêve est simple, rendre la terre aux citoyens, redonner un sens à la République, mais leur audace leur coûte la vie. Assassiné en pleine assemblée, Tiberius Gracchus inaugure une ère nouvelle, celle où le sang remplace le débat. Le message est clair. À Rome, la richesse est plus puissante que la loi. Et dès cet instant, la République entre dans un engrenage qui la conduira, lentement mais sûrement, à la dictature. Car dans une société où tout s'achète, même la loyauté devient une marchandise. Les armées, autrefois fidèles à la patrie, se mettent à suivre celui qui paie le mieux. Sylla, Pompée, César. Chaque général transforme ses légions en instruments personnels. L'État se dissout dans la guerre civile. Les batailles ne sont plus menées contre des ennemis étrangers, mais contre d'autres Romains. Et à chaque guerre, à chaque victoire, à chaque confiscation,
La richesse se concentre davantage entre les mains de quelques-uns. Rome se déchire pour l'or, et l'or devient son poison. Lorsque César traverse le Rubicon, il sait que la République est déjà morte. Le peuple, lassé des querelles sénatoriales, préfère l'ordre à la liberté. Auguste, son héritier, l'a bien compris. Il fonde un nouvel ordre, l'Empire. Il rend la paix, il embellit Rome, il restaure les temples. Il donne à l'illusion de la vertu une forme éclatante. Mais derrière la façade, le système s'est transformé. Le citoyen n'est plus un acteur politique, mais un spectateur. L'État ne repose plus sur la participation, mais sur la distribution. Auguste institue les jeux, le pain gratuit, les récompenses publiques, Panem et Circense. L'économie devient un théâtre où le peuple, comblé de plaisir, oublie de penser. Pendant les 2 premiers siècles, tout semble fonctionner. Les routes sont sûres, le commerce prospère, les ports débordent. L'or coule à flot depuis l'Espagne, l'Afrique, l'Orient. Les banquiers romains inventent des mécanismes de crédit sophistiqués. Les élites s'enrichissent, les arts s'épanouissent. Rome devient la capitale du monde, mais un monde dont la richesse repose sur un paradoxe. Tout vient d'ailleurs. L'Empire produit peu. Il consomme beaucoup. Sa prospérité repose sur le pillage permanent des provinces et sur les impôts colossaux exigés au peuple conquis. Autrement dit, Rome vit à crédit, et un crédit, tôt ou tard, se rembourse. À mesure que les conquêtes ralentissent, les entrées d'or se tarissent, mais les dépenses, elles, continuent d'exploser. L'armée, la bureaucratie, les jeux, les travaux publics, tout coûte toujours plus cher. Les empereurs cherchent alors une solution, frapper plus de monnaie. Mais pour cela, il faut plus de métal. Alors ils trichent. Le denier, autrefois en argent pur, est progressivement dévalué. On y mélange du cuivre, puis du plomb. La monnaie perd sa valeur réelle, mais l'État feint de ne rien voir. C'est la première grande inflation de l'histoire. Les prix s'envolent, les salaires stagnent, et la confiance s'effrite. Ceux qui peuvent accumuler de l'or le cachent, ceux qui n'en ont pas sombrent. L'économie romaine devient un mirage, et comme toujours, lorsque la valeur s'effondre, la morale suit. Les fonctionnaires corrompus vendent les postes publics, les gouverneurs rançonnent les provinces, les généraux pillent pour financer leur campagne. L'armée, de plus en plus coûteuse, devient un gouffre financier. Pour la payer, il faut lever plus d'impôts. Pour lever plus d'impôts, il faut pressurer les provinces. Et plus on les pressurera, plus elles se révolteront. C'est un cercle vicieux, une spirale que rien ne peut plus arrêter. Dans les campagnes, la misère s'installe. Les petits propriétaires, écrasés d'impôts, abandonnent leurs terres. Les villes se remplissent de chômeurs, d'affamés, de déracinés. Rome doit nourrir 1 million de bouches chaque jour. Alors l'État importe du blé d'Afrique, gratuitement distribué au peuple. C'est la survie par la dépendance. Une société qui, autrefois, glorifiait l'effort, en est réduite à gérer sa propre oisiveté. Et pendant ce temps, les riches se replient dans leurs villas, loin du tumulte. Ils vivent dans le marbre, entourés d'esclaves, persuadés que rien ne peut ébranler leur monde. Mais c'est précisément ce confort qui les condamne. Car un empire ne meurt pas d'un seul coup, il s'endort et ne se réveille jamais. Au tournant du IIIe siècle, l'Empire romain brille encore de 1000 feux, mais ce n'est plus la lumière du soleil, c'est celle d'un brasier. Une lumière qui fascine de loin mais qui brûle tout de près. Les apparences tiennent, mais les fondations se fissurent. La monnaie s'effrite, la confiance s'évapore, les provinces se vident, et les élites vivent comme si rien n'était en train de changer. Rome ressemble à un navire doré qui continue de voguer majestueusement, sans voir qu'il prend l'eau de toutes parts. Le denier, jadis symbole de stabilité, devient l'emblème du mensonge. À l'époque d'Auguste, il contenait 95% d'argent pur. 2 siècles plus tard, il n'en contient plus que 2%. Les pièces ternissent, les échanges se ralentissent, les marchands exigent des paiements en or ou en nature. L'État tente d'imposer le cours légal du cuivre comme s'il valait encore de l'argent, mais personne n'y croit. Les soldats refusent d'être payés en monnaie dévaluée, les fonctionnaires détournent les impôts, les commerçants cessent de vendre. Ce n'est plus une économie,
C'est une illusion entretenue par la peur, et cette peur se transmet comme un virus. Les empereurs se succèdent, souvent en quelques mois. Chacun tente de restaurer la confiance en frappant sa propre monnaie, plus légère, plus brillante, mais aussi plus fausse. L'économie devient une guerre psychologique. On feint la richesse à défaut de la posséder. On bâtit des monuments somptueux pour cacher la ruine. On proclame des victoires imaginaires pendant que les frontières s'effondrent. Rome ne vit plus dans la réalité. Elle vit dans le spectacle de sa propre grandeur. Ce phénomène, les historiens modernes l'appellent la théâtralisation du pouvoir. Mais à Rome, c'était déjà une habitude. Panem et circense, du pain et des jeux. Tant que le peuple est nourri et diverti, il ne se révolte pas. Mais cette stratégie, efficace en temps de prospérité, devient mortelle en période de crise. Car le pain coûte cher, les jeux encore plus. Chaque gladiateur, chaque course, chaque fête impériale est financée par l'impôt. Et quand la monnaie ne vaut plus rien, il faut lever toujours plus d'impôts pour maintenir l'illusion. Les provinces sont pressées jusqu'à la dernière goutte. L'Afrique fournit le blé, l'Asie les soieries, l'Égypte les impôts. Rome devient une capitale parasitaire, vivant du travail des autres. Les conséquences sont désastreuses. Dans les campagnes de Gaule et d'Hispanie, les petits fermiers vendent leurs terres aux grandes familles pour échapper aux taxes. Ces familles, déjà riches, s'enrichissent davantage. Leurs domaines deviennent des citadelles économiques, autonomes, presque indépendantes. Les impôts que l'État ne parvient plus à collecter dans les provinces sont compensés par des confiscations arbitraires dans les villes. Le peuple, écrasé, se réfugie dans les temples pour échapper aux percepteurs. Les riches achètent l'immunité, les pauvres paient pour deux. C'est une société qui a perdu le sens de la justice, et avec lui, celui de la cohésion. Dans le même temps, l'armée, jadis pilier de la stabilité romaine, devient une charge insoutenable. Les légions coûtent une fortune, et leur loyauté n'a plus rien d'évident. Le patriotisme s'est dissous avec la vertu. Les soldats se battent pour la solde, non pour Rome. Et quand la solde ne vient pas, ils se retournent contre ceux qu'ils étaient censés protéger. Les mutineries se multiplient, les généraux se proclament empereurs, les coups d'État deviennent la norme. Entre 235 et 285, l'Empire romain connaît plus de 20 empereurs, presque tous assassinés. C'est la fameuse crise du IIIe siècle. Une époque de chaos où l'économie, la politique et la morale s'effondrent ensemble. Ce chaos a une logique. Il n'est pas accidentel. Il est le résultat direct de la recherche du profit immédiat. Chaque empereur veut s'enrichir, s'assurer la loyauté des troupes, construire sa gloire. Aucun ne pense au long terme. La monnaie est dévaluée pour acheter la paix. Les impôts sont augmentés pour financer la guerre. Les terres sont confisquées pour compenser la corruption. Et chaque mesure, en soulageant un problème immédiat, aggrave les suivants. L'économie romaine devient une machine à court-circuit. Chaque victoire est payée par une défaite future. Rome vit sur un crédit moral et matériel qu'elle ne remboursera jamais. Et pourtant, au cœur de cette décomposition, subsiste une illusion de continuité. Les élites refusent d'admettre le déclin. Elles continuent d'organiser des banquets, de collectionner des statues grecques, d'envoyer leurs enfants étudier la rhétorique pendant que les frontières brûlent. Le Sénat, jadis centre du pouvoir, n'est plus qu'une chambre d'apparat où l'on prononce des discours creux. Les décisions se prennent ailleurs, dans les camps militaires, dans les chancelleries, dans les comptoirs des banquiers. Rome a inventé l'empire sans savoir comment le gérer. Et maintenant qu'il s'effondre, elle persiste à croire qu'il suffit de le décorer. Face à l'inflation galopante, certains empereurs tentent de réagir. L'un d'eux, Aurélien, essaye de restaurer la confiance monétaire en réformant la frappe du denier et en promettant de punir les fraudeurs. Mais sa réforme échoue. Les ateliers monétaires eux-mêmes trichent. Le système est trop gangrené. D'autres empereurs, comme Probus ou Carus, réorganisent les provinces et renforcent les défenses. Mais chaque victoire militaire ne fait que retarder l'inévitable. Le vrai ennemi de Rome n'est pas à ses frontières,
Il est dans son économie, dans sa culture, dans son rapport à la richesse. À la fin du IIIe siècle, Dioclétien monte sur le trône et décide d'en finir avec ce désordre. C'est un administrateur froid, méthodique, presque technocratique avant l'heure. Il comprend que la monnaie n'a plus aucune crédibilité. Alors il tente quelque chose de radical. Il divise l'Empire en deux, réforme l'impôt, réglemente les prix, et surtout, il impose une économie dirigée. En 301, il promulgue l'édit sur les prix maximum, un document fascinant et tragique. Il fixe le prix de plus de 1000 biens et services, le blé, le vin, les salaires, les loyers, les vêtements. Toute infraction est punie de mort. C'est la tentative désespérée d'un empire pour reprendre le contrôle de la richesse. Mais on ne combat pas la dévaluation avec des menaces. L'édit échoue, les marchés se paralysent, les commerçants cachent leurs marchandises, le marché noir explose. L'économie informelle, que le pouvoir voulait éradiquer, devient vitale. Les transactions reviennent à l'échange direct, au troc. Rome, cette machine économique sophistiquée, régresse vers des pratiques primitives. Et ce paradoxe résume tout. Plus l'État veut contrôler la richesse, plus il en détruit la substance. La réforme de Dioclétien échoue, mais elle marque un tournant. Pour la première fois, le pouvoir admet que la richesse, loin de sauver l'Empire, l'a condamné.